RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Je salue notre invitée Sandrine Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Europe Écologie NUPES de Paris. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est à 17h30, mais vous êtes sur ce plateau, donc vous ne verrez pas le film sur les massacres du 7 octobre. C'est à l'initiative du président Renaissance du groupe Amitié France-Israël. Tous les députés peuvent s'y rendre. Est-ce que vous, si vous n'aviez pas été sur ce plateau, est-ce que vous y seriez allé ? Et est-ce que vous considérez qu'il est important de voir ces images qui, paraît-il, sont absolument atroces ? Dans la mesure où c'est projeté, j'y serais allée, oui. Après, je pense que l'objectif de ces images est de ne pas minimiser ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je pense qu'en cela, ça peut avoir son importance. Après, ça pose tout un tas de questions éthiques, la diffusion de ces images, notamment l'accord des familles, par exemple. Quelle est la position des familles sur la diffusion de ces images ? Et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas non plus que cela serve d'argument sur une riposte disproportionnée, ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza. Donc en fait, c'est ça toute la difficulté du jeu politique actuel, c'est à la fois de regarder en face les horreurs qui ont été commises et de poser les bons mots et le bon diagnostic, et en même temps de ne pas laisser tomber la population de Gaza, ce que les pays occidentaux font quand même très largement actuellement. Emmanuel Macron, depuis le 7 octobre, avait dénoncé sans ambiguïté les actes terroristes du Hamas avec deux principes, le droit de se défendre pour Israël, mais dans le contexte du droit international. Mais depuis quelques jours, le président Macron appelle à un cessez-le-feu, s'éloignant ainsi de la position des alliés, donc des Américains en l'occurrence, et des Allemands. Est-ce que la position française, d'un seul coup, vous paraît claire ? Déjà, elle a énormément fluctué et je trouve que ça n'est pas à l'honneur de la France que de fluctuer autant dans nos positions diplomatiques sur un conflit aussi important. Il y a eu cette initiative de la présidente de l'Assemblée nationale qui est allée défendre le soutien inconditionnel à Israël. Ensuite, il y a eu le droit de se défendre sans préciser qu'il s'agissait aussi du respect du droit international. Après, on a précisé le droit international. Maintenant, on est sur le cessez-le-feu. Bon, moi, ce qui me semble, je ne comprends pas la diplomatie autour de ce conflit, et je le pose comme ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai vu que Washington et Londres commençaient pour la première fois à poser la question des sanctions économiques contre le Hamas, ce qui me semble être extrêmement tardif dans le conflit. Pourquoi, alors que quand la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a eu des sanctions économiques immédiates vis-à-vis de la Russie, pourquoi a-t-on mis autant de temps pour couper les vivres du Hamas, ce qui aurait été une manière d'agir et rapidement, et que la communauté internationale s'interpose pour que Israël ne soit pas dans cette aspiration à éradiquer complètement le Hamas. Ce que l'on peut comprendre quand on a vécu le traumatisme qu'est le 7 octobre, mais la communauté internationale a un rôle à jouer pour faire en sorte que les civils de Gaza ne payent pas le prix d'une volonté farouche de tuer tous les représentants du Hamas. Donc là, en fait, je trouve que nous ne sommes pas au bon endroit dans la diplomatie internationale et que nous devrions affirmer avec force qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de bombarder, comme cela se fait actuellement, les civils de Gaza, mais que par contre, nous devons mettre la pression pour la libération des otages et que pour cela, les sanctions économiques pourraient être mises en place, et notamment par l'intermédiaire. Justement, aujourd'hui, Emmanuel Macron demande ce cessez-le-feu, alors qu'il disait Israël a le droit de se défendre. Est-ce que ce n'est pas à la fois contradictoire ? Et on peut se demander si le président français semble vouloir ménager la France, en tout cas les pays arabes.
Parce qu'il y a la crainte que, bien sûr, le conflit s'externalise donc en France, avec une communauté des Français de confession juive la plus importante d'Europe, et la communauté musulmane aussi, de Français musulmans. Il y a 5 millions de Français musulmans. Est-ce que c'est une façon aussi de protéger, de se mettre du côté d'une sorte de politique arabe, on va dire ? Alors, je n'ai pas vu pour l'instant une position française qui soit du côté de la politique arabe. On est non, quand même mais lorsqu'il demande un cessez-le-feu, il change complètement de braquet par rapport à il y a quelques jours, on est d'accord ? Oui, mais en fait, encore une fois, pour moi, nous n'avons jamais eu le bon niveau d'intervention. C'est-à-dire qu'on aurait pu proposer qu'il y ait des sanctions économiques, et pour cela, il n'y avait pas besoin de faire une conférence de la paix, mais vraiment de se coordonner sur les politiques économiques vis-à-vis du Hamas, mais aussi de ses soutiens, du Qatar, de l'Iran, etc. Et puis, de l'autre côté, il y avait la protection des civils gazaouis à assurer dans des délais qui sont bien plus courts que ce que l'on fait aujourd'hui. En fait, pour moi, la position de la France aujourd'hui pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le fait qu'on applique en France et jusqu'à ce cessez-le-feu quand même une forme de double standard sur les victimes civiles. Et ça, je pense que même dans le poids qu'a la parole française sur la scène internationale, ça pose une question. Et ensuite, l'idée qu'il va y avoir une possible importation de ce conflit en France suppose quand même qu'on réduise ce conflit à quelque chose de religieux, ce qui n'est pas la situation. C'est-à-dire que j'entends qu'Israël a évidemment une majorité de sa population qui est juive, et j'entends aussi que Netanyahou a transformé son État en État national juif, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et j'entends aussi que du côté palestinien, le Hamas est un mouvement islamiste, et donc la question de la religion est présente. Mais pour autant, que nous tombions dans ce piège me semble être dangereux. Et précisément, c'est pour cela que nous devons avoir une position équilibrée et qui soit respectée sur la scène internationale. À force de nous ridiculiser, parce que moi je trouve que nous nous sommes ridiculisés sur plusieurs épisodes de ce conflit, eh bien nous affaiblissons la voix de la France, et donc nous augmentons le risque d'importation de ce conflit en France. Et ça, c'est à mon sens aujourd'hui un des risques qui existent. Alors on a eu le sentiment dimanche lors de la manifestation pour contre l'antisémitisme, que la gauche manifestait un peu à contre-cœur. En tout cas, moi, je vous ai entendu dire que vous étiez mal à l'aise de défiler. Alors, j'imagine je ne suis pas du tout mal à l'aise sur la lutte contre l'antisémitisme. Non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien entendu. Je parle de la manifestation. Sur donc la présence du Rassemblement national. Est-ce que c'était cela uniquement qui vous mettait mal à l'aise? Ah oui, c'est cela uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, accepter le Rassemblement national et ne pas lui envoyer de message selon lequel il n'est pas le bienvenu dans cette manifestation, ce que n'ont pas fait les organisateurs. Le CRIF, d'ailleurs, a dit que le Rassemblement national n'était pas le bienvenu, mais les organisateurs de la manifestation ne l'ont pas fait. Or, les symboles de rassemblement des militants les plus durs du Rassemblement national, ce sont souvent des signes nazis, des signes d'extrême droite, des signes antisémites. Je rappelle, parce que je le dis à chaque fois, parce que ça passe sous les radars, mais je trouve que c'est extrêmement important. Il y a un député à l'Assemblée nationale dans le groupe du Rassemblement national qui s'appelle Bocaletti, qui a ouvert une librairie qui vendait des ouvrages négationnistes, donc niant la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, l'antisémitisme du Rassemblement national n'est pas quelque chose d'ancien, il est quelque chose qui coule encore dans les veines du Rassemblement national. Et pourquoi ils ont défilé hier? Pour essayer de montrer patte blanche, pour faire en sorte de ne pas effrayer la population et de gagner le pouvoir. Mais en fait, ces racines, ce sang qui coule dans leurs veines reste empreint de cet antisémitisme. Et derrière, il y a aussi la question de la volonté de stigmatiser la population musulmane comme étant à l'origine de l'antisémitisme. C'est-à-dire de décaler la tâche de l'antisémitisme depuis l'extrême droite vers la population musulmane. Alors, ça, je pense que là, on est dans des dérives, en fait. Et qu'il faut vraiment poser les choses telles qu'elles sont. L'antisémitisme est inacceptable, quel que soit l'endroit d'où il vient. Mais il n'est pas possible de dire qu'il ne vient que d'un endroit. Ça n'est pas possible. Surtout, l'extrême droite ne peut pas se laver si facilement de son histoire. Alors, après tout ce que vous venez d'expliquer, vous y êtes allé. Oui. Vous êtes allé quand même avec d'autres personnalités de gauche.
la France insoumise n'est pas venue. Et si LFI avait participé à la manif, ça aurait voulu dire qu'il y avait une unité nationale, on est d'accord. Mais en ne venant pas, le Rassemblement national est apparu comme un parti plus responsable malgré son passé. Et ça, n'est-ce pas l'erreur de Jean-Luc Mélenchon? En ne venant pas, ça, tout le monde a focalisé dans le fond sur le Rassemblement national. C'est une vraie question. Moi, est-ce que ce n'était pas une sombre excuse en vérité? Alors, là, vous posez deux questions différentes. Oui, la première sur la stratégie politique d'y aller ou de ne pas y aller. Moi, j'ai jugé à titre personnel, et mon parti a jugé de la même manière d'ailleurs, qu'il était important que nous y soyons. Et moi, je pense que la lutte contre l'antisémitisme, en cela qu'elle est quand même non seulement profonde, mais qu'elle structure des rapports sociaux, et depuis maintenant des années et des décennies en Europe, ne peut pas être une cause dont l'extrême droite nous exclurait d'une certaine manière. Donc, j'ai décidé d'y aller. Mais ça n'a pas été simple d'y aller parce que sur place, vous y avez été. Par ailleurs, il y a eu des oppositions à ma présence, par exemple, et ça n'était pas facile. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur LFI. LFI a choisi une stratégie politique depuis le début du conflit qui consiste quand même à ne pas apaiser le débat. Oui. Bon, c'est une stratégie qu'il a. Moi, c'est une stratégie que je ne partage pas. Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent sous cette stratégie? Je pense qu'il y a la défense de la cause palestinienne, qui est une défense structurelle des mouvements de gauche, très importante. Bien des gens sont rentrés en politique à gauche par cette cause palestinienne. Et donc, en fait, il y avait cette volonté de parler à toutes celles et tous ceux qui se retrouvaient dans la cause palestinienne. Mais je pense que ce qui a manqué, à mon avis, mais encore une fois, là je me fais commentatrice d'une stratégie politique qui n'est pas la mienne, mais ce qui a manqué, c'est des mots suffisamment à la hauteur de l'enjeu sur ce qui s'était passé le 7 octobre et sur la menace que vivait Israël. Et évidemment sur le massacre et la dureté du massacre et le caractère terroriste de ce massacre. Après, j'ai envie de vous dire, moi je ne suis pas de LFI, je suis d'Europe Écologie Les Verts. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé avec mon parti beaucoup d'écart de positionnement, ce qui est plutôt agréable. Voilà. Alors l'écart de positionnement, il est bien évidemment avec LFI. Donc le communiste Fabien Roussel a dit il y a 2 jours qu'il quittait la NUPES. Ça fait un de moins. Quelle est la position des écologistes? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous allez prendre une décision ou laisser, dans le fond, passer l'orage? Non, est-ce que la faute est pardonnable de LFI? Je pense que, en tous les cas, il nous faut discuter sur le fond. Et par ailleurs, je le redis, pour moi, il y a aussi à avoir des mots très importants sur la population civile de Gaza. Donc il ne s'agit pas de ne pas soutenir cette population civile, de ne pas entendre aussi le caractère de colonisation de la Cisjordanie, par exemple, l'accélération de cette colonisation. Mais là, nous ne pouvons, à mon avis, dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas continuer sans avoir une discussion sur le fond des positions que nous tenons. Parce que là, nous nous laissons embarquer. Et vous voyez bien que depuis le début de l'interview, ou du moins depuis un tiers de cette interview, eh bien, je parle de la position de LFI. Et en fait, la gauche est en train de rater un créneau qui est un créneau mais c'est la locomotive, la France insoumise, de positionnement de dans un conflit mondial dans un conflit israélo-palestinien qui peut devenir mondial. Donc en fait, on a quand même une responsabilité vis-à-vis des électeurs et électrices. Et c'est en cela que moi j'aimerais qu'on ne se laisse pas comme ça embarquer dans des espèces de positions qui deviennent irréconciliables, mais qu'on discute. Et si on juge après cette discussion qu'alors nous ne pouvons plus faire ensemble, eh bien ne le faisons plus ensemble. Mais ça penche de quel côté de la balance? Parce que visiblement, aujourd'hui, je pense qu'il faut. Je l'avais dit déjà. Rien ne vous rassemble. Je pense qu'il faut faire une pause, mais une pause de discussion sincère, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au sein de la NUPES. Parce que dans le fond, ce qui intéresse la NUPES, c'est cet accord électoral, c'est cette force de frappe qu'a la NUPES. Dans l'opposition. Là, on est dans un moment de bascule politique, je pense, et dans ces cas-là, si la gauche n'arrive pas à porter une voix qui soit à la fois forte, mais aussi porteuse d'espoir pour l'électorat de gauche progressiste, pour changer la vie des gens, et qui n'est pas capable, malgré nos différences, de se réunir sur l'essentiel, alors nous ne sommes pas à la hauteur du moment historique. Nous ne sommes pas des leaders politiques à la hauteur du moment historique, et c'est cela que je pose. C'est pour cela qu'il nous faut absolument nous mettre autour de la table
table et discuter sincèrement de nos positions pour trouver les voies et moyens de sortie de cette crise. Le texte sur l'immigration a été voté au Sénat. Il s'est fortement durci. L'article 3 a été supprimé, c'est-à-dire sur la régularisation des métiers en tension. Il se fera désormais au cas par cas par les préfets et la suppression de l'aide médicale d'État transformée en aide médicale d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est-il, d'après vous, laissé enfermer et en quelque sorte piégé par la droite pour que son texte soit voté par les Républicains? Non, mais en fait, la Renaissance et le gouvernement veulent absolument, depuis le début, une majorité avec LR, avec les Républicains. Les Républicains ne veulent pas. Donc en fait, ça ressemble presque à un vaudeville, quoi. On est presque à une situation de vaudeville si ça n'était aussi dramatique sur la vie des gens. Mais donc en fait, le gouvernement va en permanence essayer de séduire les Républicains qui en permanence font un pas de recul pour dire « ah ben non, en fait, ça ne nous suffit pas, etc. » Bon, moi, leurs histoires d'amour-haine et d'amour-passion, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat concret de ces lois. Ce qui se passe là, dans cette espèce de course à la séduction inutile, eh bien, c'est qu'on a une loi asile-immigration qui met en danger et les personnes qui sont migrantes, mais aussi la population française, puisque je rappelle quand même qu'à la sortie du Covid, quand bien même nous ne regardions que notre intérêt très égoïste, et c'est ce que je ne veux pas faire, mais quand bien même on le fait une minute, eh bien, en sortie de Covid, on devrait se rendre compte qu'il est quand même très important que tout le monde puisse avoir une couverture médicale, de sorte qu'en cas de nouveaux virus, par exemple, nous puissions tous et toutes être protégés. Et donc, et par ailleurs, ces personnes ont besoin de soins, ces personnes sont des humains, et donc ils ont besoin d'une couverture maladie. Et ça n'est pas vrai, comme je l'ai pu l'entendre en commission des affaires sociales, par exemple, qu'il y a une forme de tourisme médical. S'il y en a, c'est extrêmement marginal, et ça n'est pas au nom de cela qu'on doit supprimer un dispositif aussi important que l'aide médicale d'État. Donc, pour moi, on est dans une espèce de course-poursuite avec les Républicains qui nous envoie totalement dans le mur. Donc, nous voterons évidemment contre, mais en plus, je pense que là, le gouvernement a une forme de responsabilité sur une droitisation du débat politique en France et que nous ne pouvons pas continuer comme ça à courir après la droite de manière aussi éhontée que ne le fait. Considérer qu'elle court après l'extrême droite. Et la droite qui elle-même court après l'extrême droite. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais enfin, remarquez, la Terre est ronde, donc à la fin, on va peut-être revenir. 3500 médecins se sont engagés à désobéir. Vous considérez qu'ils ont raison, que c'est bien, que c'est une bonne chose? Mais ça fait partie des petites lueurs d'espoir qu'il y a dans ce monde très noir actuellement. Ouais. C'est qu'on voit qu'il y a quand même des individus qui désobéissent à des lois qu'ils pensent scélérates. Et en fait, ces 3500 médecins, je les remercie très sincèrement parce qu'ils sont la touche d'humanité dont nous manquons tellement en ce moment. Et oui, ils ont raison de désobéir. Merci à eux et longue vie à leur désobéissance. Merci beaucoup. Merci Sandrine Rousseau d'être passée sur le plateau de France 24 et merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. Merci. Super maniable, hein. Par contre, les enfants ont dû laisser des miettes et j'ai peut-être heurté un poteau en reculant. Du coup, je vous laisse la caution. La météo avec Carrefour Location. Une large sélection de véhicules pour tous les besoins et budgets. Carrefour, bien plus que des courses. Retrouvez votre programme avec Nesten. Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France.